Je vous avais posé une petite question. Nous sommes toujours dans mon chapitre 1, grand A, concernant les noms. Comment les noms passent du masculin au féminin. Je le répète, ce qu'on vous demande pas du tout, c'est quel est le féminin de. Quel est le féminin de boulanger? Bon, c'est boulangère, voilà. Mais la question, c'est qu'est-ce que linguistiquement il se passe dans cette transition. Et je vous avais proposé deux petits mots, trois petits mots, qui étaient trois titres de noblesse. Et puis, baron. Alors, ce qui se passe à l'écrit, c'est pas très difficile. Comte devient comtesse, duc devient duchesse, et puis baron devient baronne. Bon, ça, voilà, c'est pas très compliqué dans l'acceptation de la chose. Donc, comment ça se décrira? Ça se décrira de manière très simple en faisant une observation. Rappelez-vous que la grammaire, c'est une description. Donc, on décrit et on dit, ici, on rajoute 3 graphèmes. Ici, on en rajoute 5. Et puis, pour ce cas-là, on peut faire plusieurs types de descriptions. Soit on dit on en rajoute 2, 2 là, 3 là, 5 là. Soit on est un peu plus fin et puis on se dit, tiens, ça fait partie de tous ces mots où on double le dernier graphème, et puis on rajoute un. Donc doublement plus 1. Ça, c'est l'écrit. L'écrit, c'est jamais difficile à analyser, parce que c'est extrêmement visuel. La description sonore, elle est à peine plus compliquée. Pourquoi? Parce que nous n'en avons pas l'habitude. Mais d'ici 2 mois, j'espère que vous en aurez l'habitude et que ça vous arriverait assez facilement à utiliser cet alphabet phonétique international. Alors, est-ce que quelqu'un veut nous dire ce qui se passe à l'oral quand on passe de baron à baronne? Oui? Moi, j'ai dit qu'il y avait le changement de phonème et l'ajout d'un autre phonème. Baron, comme ça, on. Et comme l'a dit votre camarade, il y a changement d'un phonème, puisque ça fait baron, le on devient o, et ajout d'un autre phonème. C'est la même chose que nous avons vu avec chien, chien, ne, avec, qu'est-ce que nous avions? Garçon, garçon, on, garçon, ne. Tous les on, finalement, qui ont un féminin en une, fonctionnent comme ça. Donc, baron, c'est un cas que nous avions déjà vu. Changement d'un phonème plus ajout d'un autre phonème. Sur compte, comptait ce. Compte, en rouge. Le cas, le son que, c'est un cas. Le on, c'est le même que celui-là. Compte. Compte. Comptait. Quelqu'un peut me décrire la chose? Comptait. Oui? On va rajouter 2 phonèmes. Exact. Le son est et le son se. Comptait. Donc, ajoute 2 phonèmes. C'est pas le même cas que celui-là. Vous voyez, là, on avait changé un et rajouté. Là, on en a rajouté 2. Alors, duchesse, duc, déjà, c'est une petite aventure. Parce que le U, c'est ça. C'est ça. Ça s'explique comment? Ça s'explique par le fait que la plupart des langues, pour ne pas dire la quasi-totalité des langues, ne possèdent pas le son U que nous avons nous. As-tu vu? Tu vu? Bon, non pas ce son-là. Le grec ancien, le grec moderne ne l'a pas non plus, mais le grec ancien l'avait. Et lorsque les Romains, qui interagissaient depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ avec la Grèce, il était de bon ton que l'aristocratie romaine aille faire ses études à Athènes,
Lorsque les Romains ont interagi de manière très courante et très naturelle avec les Grecs, ils se sont aperçus qu'il y avait un son que la langue grecque avait et qu'ils n'avaient pas. Comme les Romains avaient déjà cette lettre-là qui se prononçait OU, ils ont repris une lettre du grec, et cette lettre du grec, elle se prononçait donc U. La lettre qu'ils ont prise, c'est celle-là, et c'était donc, quand on le voit dans un mot en latin, ça se prononce donc pas I, mais ça se prononce U, le son U. Par exemple, Bérénice, dont je parlais la dernière fois, ça se prononçait Bérénucé, Bérénucé, Bérénuqué, à cause du. Et l'alphabet phonétique international a gardé cette graphie-là pour le son U. Par la suite, comme on avait déjà en français le son U, on a tendance non pas à appeler ça un U grec, mais un I grec. Le son a un peu bougé. En grec moderne, d'ailleurs, il se prononce I aussi. Donc, duc, ben, ça fait ça en phonétique. De, U, que. Alors après, il faut qu'on arrive à S. Non, pardon. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qui se passe? Duc, oui, c'est pas une duquesse. Si on se contente de faire comme compte, ça fait duquesse. Alors, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Effectivement, à un moment donné, on va faire S, duchesse. Mais avant, qu'est-ce qu'il y a? Oui, dites-moi. On remplace le phonème par ch. Voilà. Duc, duche. Duc, duche, S. Donc, il y a changement d'un phonème plus 2. On a vu tout un ensemble de cas. Maintenant, et là, tant mieux, la grammaire, c'est un classement. Je disais lors de mon premier cours que la grammaire, c'est une description, donc les descriptions, les voilà. Mais ces descriptions, elles ont, après, une valeur de modélisation. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver des modèles, des grandes règles qui peuvent expliquer les phénomènes. Donc, il faut classer. Si, quel que soit le phénomène qu'on vous demande en grammaire au concours, si c'est 2 phénomènes ou 3 phénomènes, vous voyez, si on vous dit 3 mots, comment vous les traitez les uns après les autres. Si on a 4 ou 5, il faut essayer de faire des sous-ensembles. Donc, lesquels fonctionnent comme ceci, lesquels fonctionnent comme cela. Alors, pour expliquer le passage du masculin au féminin en français, il faut faire un petit ensemble, un petit classement, pardon, qui est un tableau à double entrée. Alors, il est un petit peu compliqué, un petit peu. Donc, on va le réaliser ensemble. Ça sera un peu directif tout de même, mais ça vous donnera donc une idée déjà de ce qu'est la modélisation de grammaire, comment on organise les phénomènes. Donc, je vais faire un tableau. Prenez peut-être une feuille dans le sens de la largeur, parce que le tableau est assez complexe. Dans ce tableau, dessus, je vais à chaque fois indiquer le phénomène à l'oral et le phénomène à l'écrit. Alors, comment le tableau va-t-il se lire? Eh bien, dans ce sens-là, nous aurons le phénomène oral. Et en vertical, nous aurons le phénomène écrit. C'est-à-dire que si on prend un phénomène ici, par exemple, dans mon tableau, pour en avoir l'explication écrite, il faudra regarder ce qu'on a écrit ici. Pour en avoir l'explication orale, il faudra regarder ce qu'on a écrit ici. Ça va s'éclairer dans un instant. La première catégorie que nous allons faire, c'est les mots qui, à l'oral, sont sans changement. Donc, oral, sans changement. Sans changement. Donc, tous les mots qui seront dans cette colonne-là seront des mots pour lesquels, à l'écrit
il y aura peut-être des changements, mais à l'oral en tout cas, il n'y en aura pas. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme phénomène? Eh bien, je vais mettre par exemple le mot élève. Le mot élève, un élève, une élève. Vous voyez qu'à l'oral, c'est sans changement. Et de surcroît, à l'écrit, eh ben, c'est sans changement aussi. Un ministre, une ministre. Que se passe-t-il à l'oral? Aucun changement, un, une. Que se passe-t-il à l'écrit? Aucun changement. Tous ceux que je mettrai dans cette colonne, dans cette ligne-là, seront des phénomènes, tous les mots que je mettrai manifesteront des phénomènes où il n'y aura pas de changement à l'écrit. Et tous les phénomènes que je signalerai dans cette colonne-là seront des phénomènes où il n'y aura pas de changement à l'oral. Alors, toutes les cases ne seront pas occupées dans mon tableau, parce que tous les cas de figure ne sont pas présents, mais un certain nombre le sera cependant. Je vais mettre une deuxième catégorie ici, qui est, à l'écrit, ajout d'un E. Écrit, ajout d'un E. Tous ceux que je mettrai dans cette ligne seront des mots qui, au féminin, prennent un E. Alors après, leurs différents phénomènes sont différents. Alors, a-t-on des noms en français qui n'ont pas de changement quand ils passent à l'oral au féminin, mais qui ont tout de même un E en plus? Alors, oui, il y en a. Il y en a. C'est généralement des noms qui sont dérivés des adjectifs en « et ». Adjectifs en « et ». Par exemple, un retraité, version peut-être féminine, et une retraitée. Un possédé, possédé par le diable, un possédé et, une possédée, et mais ça ne s'entend pas à l'oral. Ça ne s'entend, un possédé, une possédée, ça ne s'entend pas. Pourtant, il y a un phénomène en plus à l'écrit. Donc, nous aurons écrit possédé E, possédé E, mais nous aurons à l'oral P, O, C, D. Et qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, à l'oral, sans changement. Mais à l'écrit, ajout d'un E. Sans changement oral-écrit, mais ajout d'un E à l'écrit. Sans changement à l'oral, un changement à l'écrit. Dans cette case-là, aucun changement à l'oral, aucun changement à l'écrit. Dans cette case-là, aucun changement à l'oral et aucun changement, mais ajout d'un E à l'écrit. On va faire une nouvelle colonne. Et cette nouvelle colonne, ce sera ajout d'un phonème. Ajout un phonème. Ajout d'un phonème. Donc on ajoute un son. On ajoute un son et on ajoute par exemple un E. Donc dans cette colonne-là, dans cette case-là, pardon, je vais mettre tous les mots pour lesquels, à l'écrit, on se contente d'ajouter un E, à l'oral, on ajoute un son. Exemple, marchand, marchande, de deux. Passant, passante. Un saint, une sainte.
Nous aurons donc ici pas sans te, ajout d'un phonème, et puis à l'écrit, c'est de garder le même code couleur pour quand même pas trop complexifier. Hop. Pas sans te. Qu'est-ce qui se passe ici sur ces mots-là? Ben oui, que j'ajoute un E. Donc ici, j'ai dit ajout d'un graphème. On pourrait dire ça plus un graphème, par exemple. C'est une description. J'ajoute un graphème. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je monte là-haut, j'ajoute un phonème. Donc c'est la case de marchand, marchande, saint, sainte. En gros, tous les ANT. ENT ou ANT. Présent, un présent, une présente, un absent, une absente. Voilà. Les ANT fonctionnent, ENT fonctionne comme ça. Je vais créer une nouvelle ligne. Et dans cette nouvelle ligne, je vais mettre un autre phénomène que nous avons vu. Et ce phénomène, c'est le doublement des graphèmes. Donc, doublement graphème plus un graphème. Doublement d'un graphème plus un graphème. Nous avons donc chat T, E. Doublement plus 1. Mais à l'oral, que se passe-t-il? Il y a che, a, te. À l'écrit, doublement plus 1. Doublement plus 1. À l'oral, ajout seulement d'un phonème. Et quand je prends une case pour savoir ce qu'est la description du phénomène ici, je me rapporte en horizontal et en vertical à la modélisation que j'ai définie. Donc ici, j'ajoute un phonème et ici, j'ajoute un doublement du dernier graphème plus 1. Oui, par exemple, à l'oral, passant et chat, ce sont deux phénomènes identiques à l'oral. Mais ce ne sont pas des phénomènes identiques à l'écrit. Pas les mêmes phénomènes à l'écrit. Alors, essayez de réfléchir sur le cas que nous avons vu il y a un instant. Est-ce que ce cas-là se trouve déjà quelque part dans mon tableau? Le cas à l'écrit se trouve-t-il déjà dans mon tableau? Sans changement, ajout d'un graphème, doublement d'un graphème plus 1. Oui, c'est celui-là. Doublement d'un graphème plus 1. Donc, baron, il sera quelque part sur cette ligne-là. Maintenant, est-ce que c'est sans changement? Non. Est-ce que c'est juste ajout d'un son? Non. Il faut une nouvelle description. On a changement d'un phonème plus un phonème. Changement d'un phonème. Changement d'un phonème plus 1. Donc, baron, il sera ici.
il sera ici. B, A, R, on, qui devient O, le. J'ai bien changement d'un phonème plus simple. Et à l'écrit, j'ai bien doublement du dernier plus 1. Qu'est-ce que j'aurai encore dans cette case-là? Eh bien, un certain nombre que nous avons vu comme garçon. Dans sa version garçonne, hein, pas dans sa version fille, mais dans sa version garçonne. Nous aurons aussi chien. Pourquoi? Parce que chien, c'est bien doublement plus 1. Doublement plus 1. N, N, E. Mais, de même qu'ici, on passe de 11 à O. Ici, on va passer de 1 à E, 9. Donc, on a un changement plus 1. Chien, garçon, appartiennent à cette catégorie-là. Boulanger, boulangère, boulanger, boulangère. Et phénomène à l'oral, be, ou, donc le ou c'est le u, hein, pour le coup. Bou, en. Le jeu compliqué, c'est une sorte de Z écrit en minuscule. Comme ça. Parce que le Z lui-même se prononce Z en alphabet phonétique international. Boulanger. C'est très contre-intuitif pour nous, un boulanger. Comment ça pourrait se prononcer? Si on ne maîtrise pas l'alphabet international, oui, c'est pas très intuitif. Donc, pardon, c'est moi qui suis aussi distrait, c'est pas un on, boulanger, c'est un A. Boulanger, qui devient boulanger. Donc nous avons à l'oral ce phénomène identique à baron-baronne, c'est-à-dire changement d'un phonème plus un phonème. Mais simplement, nous n'avons aucune description à l'écrit qui fonctionne. Donc il faut rajouter une ligne. Dans cette ligne, nous allons dire ajout d'un accent. Plus un graphème. Ajout d'un accent plus un graphème. L'accent il est ici, le graphème il est là. Accent, graphème. Mais à l'oral, ce sera changement d'un phonème. Le et devient est, plus un nouveau phonème. Donc ce que j'ai écrit ici, je le mets dans cette catégorie. Ici, boulanger. Boucher, bouchère. Pâtissier, pâtissière. En gros, tous les et R, tous les et qui font R, ils vont là-dedans. Changement d'un phonème, plus un phonème. De même qu'ici, j'ai ajout d'un accent, plus un graphème. Je vous laisse m'inventer la description que je mettrai ici et là pour comte et comtesse.
voilà, comte et comtesse. Mais alors, comment le décrire ici et comment le décrire à l'oral? C'est un phénomène ni à l'écrit ni à l'oral que nous avons déjà vu. Nous n'avons vu ni à l'écrit ni à l'oral. Oui. Pour l'oral, l'ajout de 2 phonèmes. Ajout de 2 phonèmes. 1, 2. Oui, c'est un cas que nous n'avions encore pas. Ajout de 2 phonèmes. Donc ici, plus 2 phonèmes. 2. Hop. 2 phonèmes. Que se passe-t-il ici? 2 phonèmes. Et puis ici, combien on en ajoute de graphèmes? 3. 1, 2, 3. On ajoute 3 graphèmes. On ajoute 3 lettres. Non, 1, 2, 3. Jusqu'à présent, on avait ajout d'un accent, ajout d'un graphème. Là, il en faut 3. Il en faut 3. Ici, je vais mettre duchesse. Pourquoi je le mets ici? Parce qu'il me faut une nouvelle description. Ce n'est pas 3 graphèmes, mais c'est 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 graphèmes. Et puis à l'oral, eh bien j'ai changement, le que de duc devient che, donc j'ai changement d'un phonème plus 2 phonèmes. Changement de un phonème plus 2 phonèmes. Bon, quel que soit le mot que l'on pourrait rajouter, ce mot, soit il entre dans les cases antérieures, parce que sa description relève de ces phénomènes à l'écrit ou de ces phénomènes à l'oral, soit, deuxième solution, il faut inventer une ligne, inventer une colonne. Alors, je vous pose quelques questions et vous essayez de placer les différents objets. Si je vous dis voleur, voleur, voleuse. Si je dis docteur, réfléchissez, voleur, docteur, ce que nous en faisons.
Si vous n'avez pas l'alphabet phonétique, j'en ai encore quelques-uns ici. Qui là-bas? Le E, c'est OE. Alors, le son E, il se rend. Il y a deux sons E. En français, il y a E et il y a E. E et E. Et docteur, voleur, c'est un E ouvert. Mais c'est un E ouvert. Docteur, voleur. Mais on a des mêmes sons fermés. Voleuse. C'est la différence. On le voit dans la fermeture de la bouche. E, la bouche est ouverte, et E, la bouche est fermée. Donc, quand ça s'écrit V, O, U, O, E, R, voleur, ça devient voleuse. Comme ça, comme ça. Voleuse. Pour se rappeler, prenez le mot cheveux. Est-ce que c'est les cheveux? Cheveux. Ou est-ce que c'est les cheveux? C'est-à-dire les cheveux. Le premier, c'est pas tout à fait le même E. C'est pas des cheveux, c'est cheveux. Donc le premier, il est comme ça. Cheveux, il est comme ça, cheveux. Cheveux, c'est pas le même E, c'est pas cheveux, c'est cheveux. Celui-là a un E ouvert, celui-là a un E fermé. Cheveux. Donc, voleur, ça s'écrit comme ça. Et voleuse, E, c'est un E fermé, s'écrit comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai changement d'un phonème et changement d'un phonème. J'ai donc deux changements de phonème. Ce n'est pas ajout de phonème, c'est deux changements. Donc il me faut une nouvelle catégorie, deux changements. Et puis à l'écrit, qu'est-ce qui se passe à l'écrit? Ben non, il n'y a pas ajout de deux, parce que sinon ça fait voleurs. Changement d'un graphème plus 1. Donc j'ai besoin d'une nouvelle ligne, changement d'un graphème plus 1. Et j'ai besoin d'une nouvelle colonne qui serait là, donc sur mon tableau, qui serait changement de deux phonèmes. Je vous rappelle une chose hein, sur le son re. Non, je ne vais pas vous embrouiller pour l'instant, je dirai ça dans l'instant. Docteur, alors c'est quoi personne m'a fait docteuse, hein, j'espère. Docteuse, non. Le féminin, c'est doctoresse, le vrai féminin. Doctoresse. Alors là, on est dans les ennuis. Docteur, doctoresse. Pourquoi? Parce qu'il y a une bizarrerie. Là, on a un changement. Doctoresse, c'est un ouvert. On a un changement de phonème.
on a le maintien d'un phonème et l'ajout de deux. Changement, conservation, plus de l'eau. Changement, conservation, plus de l'eau. Et puis alors, à l'écrit, ores, on a suppression de deux phonèmes, remplacement par un, conservation d'un, plus 4. Voilà une star de la transformation, lui. Hein. Ces deux-là disparaissent au profit de celui-là. Le R est maintenu et puis on en ajoute 4. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, répéter le volume, ça doit il va dans une nouvelle case. Il va dans une nouvelle case, pourquoi? Dans une nouvelle colonne et dans une nouvelle ligne. Alors pourquoi dans une nouvelle ligne? Parce que le phénomène que nous avons, c'est changement d'un graphème plus ajout d'un graphème. Ajout d'un graphème, on l'avait bien, mais on n'avait pas changement. Donc il nous faut une ligne ici qui sera changement un graphème plus un graphème. Changement de 1, le R devient S, plus 1. Changement plus 1. Et puis, à l'oral, il nous faut aussi une nouvelle colonne. Donc on le mettrait ici, là. Si je fais comme ça, ici. Parce que il me faut... où est-ce qu'il est le voleur? Il me faut changement de deux phonèmes. Le E devient E, le R devient ZE. Donc, changement de deux phonèmes. Ici. Jusqu'à présent, j'en avais un, ajout de 2, changement de 1, mais changement de 2, je n'avais pas ça. Ce tableau, nous allons le revoir à peine modifié lorsque nous étudierons le même phénomène, c'est-à-dire le passage du masculin au féminin, pour les adjectifs. Petit, petite, qu'est-ce qui se passe? Ajout d'un E. Mais à l'oral, petit, petite, ben c'est comme chat. Non, c'est comme passant. Petit, il est là. Grand, grand 2. Même phénomène, c'est là. Rapide, rapide. Ici, en changement, donc une sorte. Affreux, affreuse. Affreux, affreuse. Voilà, c'est le même phénomène encore. Ajout d'un phonème. Ajout d'un graphème. Affreux, affreuse. Ah, pas tout à fait. Il y a un X qui saute. À l'écrit. Comment les mots, ils peuvent être décrits à l'écrit, et comment ils peuvent être décrits à l'oral. Et si on fait une transformation, comment décrire la transformation à l'écrit et à l'oral. Voilà. C'est ça l'objet de ce tableau. Dans mes cours, il y est ce tableau. Hein. Si vous regardez dans TD1, sur Moodle, vous trouverez les noms, et dans le cours sur les noms, vous aurez à un moment donné un tableau de ce type-là. Alors pour rester maintenant, à moins que vous ayez des questions, mais on va rester sur le même sujet, ou à peu près. N'hésitez pas à m'interrompre, parce que, bon, ça on le reverra souvent dans les 2 années qui viennent, parce que quand on apprendra comment on enseigne la phonologie aux élèves, c'est-à-dire à prononcer les sons en maternelle et en CP, on va se retrouver encore là-dessus. Les cours de phonologie, c'est des cours qui étudient comment on produit les sons, comment on apprend
les différents sons aux élèves. Donc il faut maîtriser la phonétique. Il y a une question donc qui peut vous être posée en termes de concours, c'est d'écrire, même si ce n'est pas formulé comme ça, c'est d'écrire les phénomènes en jeu dans le changement de genre des mots. Il y a un phénomène exact, une question exactement identique qui concerne maintenant le changement de nombre. Changement de nombre. Singulier, pluriel. Là, on a vu masculin, féminin, mais singulier, pluriel. Qu'est-ce qui se passe quand je passe de les chats à le chat, ou inversement de le chat à les chats? Il y a des phénomènes qui peuvent se décrire à l'oral, il y a des phénomènes qui peuvent se décrire à l'écrit. Alors je vais juste faire des petits effacements de mon tableau des phénomènes. De même que nous avions changement de genre, un point changement de genre, maintenant on va s'intéresser au changement de nombre. Changement de nombre. Je vous donne un ensemble de mots, et puis vous allez essayer de me fabriquer le tableau descriptif. Le tableau descriptif du changement de genre en français. Pardon, du changement de nom. Allez, l'évident cheval. Pourquoi? Parce que c'est un cas un peu particulier. Le problématique hibou. Hibou, chou, genou, caillou. Le très régulier sou. L'élève, qui est au centre du système éducatif. Et puis, pour la nourriture spirituelle autant que matérielle, le riz. Et avec ça, on a fait le tour. Voilà, on a fait le tour des phénomènes. Alors après, ils sont plus ou moins massifs. Ils sont plus ou moins massifs, mais donc, vous essayez de me les écrire au pluriel, vous essayez de me les écrire en phonétique singulier, en phonétique pluriel, et puis vous essayez de créer des cases oral-écrit qui permettraient l'interprétation des phénomènes. Pour la route, je vous mets orgue et amour. Et je dis pour la route parce que vous ne le savez pas, mais ils sont particuliers. Dans la langue française, ils ont une particularité. Comme hibouche ou genou a une particularité, orgue et amour ont des particularités.
Bon, alors, qu'est-ce qui se passe pour riz? Un riz, des riz de couleurs différentes, des riz de provenance différente. Un riz, des riz, à l'écrit. Rien du tout. À l'oral, un riz, des riz. Ça ne change pas non plus. Donc, première catégorie, à l'écrit, sans changement. À l'oral, sans changement. Exemple, riz. Tous les mots qui se terminent par Z, tous les mots qui naturellement se terminent par X, tous les mots qui se terminent déjà par S. Un héros, S au bout. Donc des héros, on ne rajoute pas un deuxième S. Donc un héros, des héros, un riz, des riz, un rendez-vous, des rendez-vous, se termine par Z et S, on ne peut rien rajouter. Donc premier cas de figure, il ne se passe rien, ni à l'écrit, ni à l'oral. Ensuite, ce cas-là, un élève, des élèves. À l'oral, un élève, des élèves, dans cette colonne-là. Et à l'écrit, plus un graphème, et c'est le graphème S. À l'oral, il ne se passe rien. À l'écrit, on rajoute le graphème S. Et c'est 90% des cas des mots en français.
Ils sont tous là-dedans. Un ministre, des ministres, un radiateur, des radiateurs, une table, des tables, un ordinateur, des ordinateurs, un professeur, des professeurs. Ils sont tous les noms du français là-dedans. Sauf ceux, évidemment, qui sont comme riz, et puis sauf les autres cas que je vous ai signalés, puisque je vous ai dit que j'ai fait le tour avec ces cas-là. Mais 90% du pluriel ne s'entend pas en français, à l'oral. Ne s'entend pas. Contrairement à l'anglais. A cat to cats. Faut sonoriser le seul. Il faut sonoriser le pluriel. En français, le pluriel ne se sonorise pas. Il n'y a pas de changement à l'oral. Voilà, régler ce cas-là. Et donc, c'est le cas aussi de sous. Un sous des sous. Un clou des clous, avec un S. Sauf une petite poignée qui sont hibou, chou, genou, caillou. Hibou, chou, genou, caillou. Qu'est-ce qu'ils prennent, eux? Ben, c'est plus un phonème, effectivement. Mais c'est pas le même. Alors, je vais le mettre à côté, plus ceux qui prennent un X. Alors, historiquement, comme je vous le disais la dernière fois, la grammaire, c'est des décisions. C'est des décisions. Autrement dit, c'est des descriptions, et après, on en fait des normes. Il y a 1000 ans, si vous prenez un texte de 1070, la chanson de Roland, qui est un des plus vieux textes littéraires français, le premier texte littéraire français, c'est la cantilène de Sainte-Eulalie. Autant dire qu'on lit ça tous les jours, la cantilène de Sainte-Eulalie. Celui que vous avez sans doute observé lorsque vous étiez au collège, ou vu des morceaux, c'est la chanson de Roland. Ça date de 1070, c'est un texte très vénérable par son ancienneté. C'est l'histoire de Charlemagne qui vient d'essayer d'envahir l'Espagne et puis qui rentre dans son pays. Et il laisse derrière lui son neveu Roland pour sécuriser l'arrière de l'armée. Et il est trahi par l'infâme Ganelon qui a pactisé avec les ennemis pyrénéens qui attaquent l'arrière-garde et qui tuent Roland. Bon. Chanson de Roland. Dans la chanson de Roland, il y a un certain nombre de mots qui gardent un petit peu une trace étymologique qui se termine par L. C'est iboule, c'est genoule, etc. C'est choule. Donc il y avait un L au bout. Quand on a décidé, on est là 500 ans plus tard, les règles de transformation en genre, les grammairiens ont décidé, c'est une décision, que parce qu'ils avaient un L qui avait disparu, on leur ferait le même pluriel que les noms en L. Donc c'est une décision, ils sont une petite poignée, 5-6, ils bougent au genou caillou. Comme ils avaient un L étymologiquement dans leur version ancien français, qui avait disparu, on leur a quand même maintenu le pluriel des noms en L. Donc on a décidé qu'on mettait un X. Mais il faut vraiment être un con pour continuer à appliquer cette règle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça fait 1000 ans que le L a disparu. Donc ça fait 1000 ans que la règle de la présence du L finalement ne fonctionne plus. Mais la France est un pays conservateur et c'est impossible de rien changer dans une description grammaticale sans soulever des foules. Donc on maintient cette petite catégorie de mots qui, de manière tout à fait aberrante, prend une marque du pluriel en X, comme les autres noms en L, alors qu'il n'y a plus de L depuis 1000 ans dans ce mot-là. Donc plus X. Et à l'oral, un hibou, des hiboux. Ça change rien du tout. Et puis, ben, après, il y a vitrail, il y a les ailles et les halles. Alors, qu'est-ce qui leur arrive? Ben, à l'écrit, vous voyez bien. Et puis, à l'oral, ben, pour le coup, ça s'entend. Pour le coup, ça s'entend. Le A, le devient O. Ça, c'est
un petit E muet. On ne dit pas cheval. On le dit, mais c'est parce qu'on a des accents particuliers. Cheval. Je vais faire du cheval. On dit du cheval. 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 Enfin, cheval, c'est cheval. Donc il faut marquer le fait que le che s'agrandit. Pas cheval, mais cheval. Je vous avais donné un exemple la dernière fois avec le chat. On ne dit pas le chat. J'ai nourri le chat. J'ai nourri le chat. Donc là, il faut un petit E. C'est un petit E inversé. Cheval. Et ce cheval devient chevaux. Donc on a changement d'un phonème et suppression d'un phonème. Changement un phonème plus sup un phonème. Sinon ça marche pas trop bien tout ça. Changement d'un phonème plus suppression d'un phonème. Et puis sur ce qui se passe ici, ben, vous voyez que nous avons changement d'un graphème plus 1. Donc je n'ai pas de... donc je vais montrer ici. Non, pardon, pas ici justement. Ici. Changement un graphème plus un graphème. Changement d'un graphème plus un graphème. Et on a fait le tour. On a fait le tour, c'est-à-dire que les règles de transformation... Oui, dites-moi. Vous avez écrit quoi en rouge, s'il vous plaît? Changement D'un phonème plus suppression d'un phonème, à savoir que le disparaît. Il y a A, le, qui devient O, donc changement d'un, le A devient O, et celui-là disparaît. Changement d'un phonème, suppression de celui-là. Le phénomène pluriel est beaucoup plus simple en français du fait que ça ne se sonorise pas. Il n'y a pas de sonorisation du pluriel. Alors, quelle est la particularité de orgue et de amour? Est-ce que quelqu'un la connaît, la particularité de orgue et d'amour en français? Un orgue, des orgues. Un amour, des amours. Bon, ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans. Et de ce croix ici, ça ne s'entend pas. Mais ils ont quand même un petit ajout particulier. C'est qu'en fait, au pluriel, ils changent de genre. Ils changent de genre, c'est-à-dire qu'ils sont masculins au singulier, un amour, un orgue, mais ils deviennent féminins quand ils sont au pluriel. Des amours effrénés, EES. EES. Enchanté, EES. Des orgues abîmés, EES. En changeant de nombre, ils changent de genre. C'est une aberration. Donc deux comme ça. Mais c'est une particularité orthographique, grammaticale, pardon, de ces deux-là. Ils changent de genre. Alors on verra un autre jour, c'est un tableau que vous avez dans mes cours, le pluriel des noms composés. Gardez comme règle sur les noms composés, vous pouvez difficilement être interrogé là-dessus, mais enfin c'est toujours bon de le savoir. Les noms composés, pour savoir comment ils prennent leur pluriel, il faut regarder de quoi ils sont composés. En général, quand ils sont composés de deux noms, les deux noms prennent la marque du pluriel. En général, sauf cas d'espèce comme timbre-poste, par exemple. Quand ils sont composés d'un nom, d'une préposition et de quelque chose d'autre, il n'y a que le nom du début qui prend la marque du pluriel. Rappelez-vous, un arc-en-ciel, on ne dira pas des arcs-en-cieux. Ciel, pluriel, cieux. D'ailleurs, je devrais mettre quelque part ciel ou cieux dans mon changement de genre. Un arc-en-ciel, des arcs-en-cieux. Non, des arcs-en-ciel. Donc, le deuxième morceau ne bouge pas. Et puis, quand ils sont faits de verbes,
aucun des verbes, évidemment, ne s'accorde. Des rendez-vous, il y a déjà des Z et des S. Des tourne-disques, c'est un verbe au début, ça annule tout accord. On verra ça un autre jour, c'est un petit tableau qu'il y a dans le cours, c'est pour faire la fine bouche. Théoriquement, ce n'est pas dans nos programmes tout à fait. Bon, donc voilà, changement de genre, changement de nombre. Sur ces changements de genre et sur ces changements de nombre, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Alors, on va transiter sur le point suivant, qui est la présence ou l'absence de déterminants devant les noms. Présence ou absence de déterminants devant les noms. Je vous avais dit que les élèves, qu'est-ce qu'ils savaient sur les noms? Ils savaient qu'ils désignent des objets, des personnes, des idées, des concepts. Je vous avais dit qu'ils savaient que les noms varient en genre et en nombre. Bon, bah, déjà, vous avez déjà plus d'informations qu'eux pour l'instant. Mais les élèves, ils savent aussi qu'on distingue les noms propres des noms communs. Noms propres, noms communs. Chacune de ces catégories a des règles à soi. La règle centrale que l'on apprend aux élèves, c'est que les noms communs, les noms propres, ne sont jamais avec ce qu'on appelle des déterminants, le l'année. On ne dit pas le Pierre a rencontré la Marie, mais Pierre a rencontré Marie. En français, dans les langues indo-européennes, c'était plutôt la règle. C'est d'ailleurs encore le cas en grec moderne, c'est le cas en grec ancien. On n'est pas Platon, mais on est le Platon. On n'est pas Socrate, on est le Socrate. On n'est pas Alexandre, mais l'Alexandre. On a donc une présence d'un déterminant, le l'année, devant les noms propres. Ce n'est pas le cas en français. Et puis les noms communs, au contraire, ils ont toujours un déterminant. On ne pourra pas dire chat poursuit souris. Chat poursuit souris. Pas possible. Le chat poursuit la souris. Donc qu'est-ce que c'est que le déterminant? C'est mon grand B. Là je suis dans le grand A, mais j'ai un grand B tout à l'heure, la semaine prochaine. Déterminant, c'est le petit mot qui se trouve devant les noms et qui va donner le genre et le nombre. On saura que chat, par exemple, c'est un masculin singulier à cause du le chat. On saura que c'est un masculin pluriel à cause du les chats. On saura que c'est un pluriel à cause de beaucoup de chats. On saura que c'est un singulier à cause de aucun chat. Donc c'est le mot qui se trouve, le déterminant, devant les noms communs et devant, toujours absent, devant les noms propres. Simplement, cette règle-là, elle s'applique en général, mais il y a des dizaines de cas dans lesquels ces règles-là ne s'appliquent pas. Et c'est évidemment sur ces cas-là que vous serez interrogé. C'est-à-dire, quels sont les cas dans lesquels les noms propres ont un déterminant et quels sont les cas dans lesquels les noms communs n'ont pas le déterminant. Nous avons tout un ensemble de cas avec le lalé, avec déterminant, et nous avons tout un ensemble de cas sans déterminant. Alors, quand est-ce qu'on utilise un le lalé, une D devant un nom propre?
Oui, comme je disais tout à l'heure, on ne dira pas le Chateaubriand a écrit Atala. On dira Chateaubriand a écrit Atala. Ça, c'est la règle, jamais déterminée. Mais cette règle-là, elle s'affronte au fait qu'il y a beaucoup de cas où, au contraire, les noms propres fonctionnent avec des déterminants. Alors, dans quel cas? Dans quel cas? Est-ce que vous avez des idées sur la question? Un exemple. Paris. On va faire ce qu'on appelle une carte mentale. Je vous en ferai souvent des cartes mentales, c'est-à-dire c'est un petit schéma qui couvre un ensemble de cas de figure. Donc, ma carte mentale, présence des déterminants avec nom propre. Présence des déterminants avec nom propre. Il y a tout un ensemble de cas pour désigner les membres d'une même famille. Désigner les membres d'une famille. On dira les Bush sont présidents de père en fils. On dira les Macron sont ceci et cela. Et je ne préfère pas dire quoi de ceci et cela. Les Macron, les Bush, les Montaclair sont non civilisés. Désignation donc de tous les membres d'une même famille au moyen de leur nom. Les Bourbons ont régné sur la France depuis Henri IV. Les Bourbons. Pourquoi est-ce que il y a un lait devant? Le lait, en fait, il s'utilise avec le nom de famille, un nom propre, pour désigner l'ensemble du nom propre. Les Kennedy ont été assassinés dans les années 60 pour désigner le fait qu'il y a plusieurs membres de la famille qui ont été assassinés dans les années 60. Pas Kennedy, un seul, mais les Kennedy. Donc, premier cas, désigner les membres d'une même famille. Deuxième cas, les événements historiques. La Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale. PGM majuscule. Première Guerre mondiale. C'est un nom propre. Quand vous dites la Première Guerre mondiale, ça désigne une chose très précise. Un événement très précis. Et cet événement très précis, c'est un nom propre. Prends les majuscules. La Révolution française. Si vous mettez RF majuscule, Révolution française, c'en est une particulière. C'est celle de 89, 1789. Donc des événements, la guerre de 100 ans, G majuscule, parce que c'est un événement précis, c'est un nom propre. Et ce nom propre, eh bien, il fonctionne avec un déterminant. Quand le nom propre est devenu un caractère ou une catégorie. Caractère ou une catégorie. On dira par exemple des suites de Molière, celui-là c'est un véritable Harpagon, un Harpagon. Harpagon, avec un H, c'est le personnage de l'avare. L'avare, un Harpagon, on fait la liaison, un Harpagon. Harpagon pour désigner un avare. On a un Machiavel pour désigner un fourbe. Un Don Juan pour désigner un séducteur. Le nom propre est devenu un caractère qui s'applique à tout un ensemble de personnes. On mettra donc un le, un une devant. On dira par exemple, celle-ci est une véritable Messaline, une Messaline. Messaline, c'est la mère
C'est la femme de Claude, l'empereur Claude, qui était réputée pour être très empoisonneuse. Désigner un caractère. Quand est-ce qu'encore on utilise? Eh bien, pour tout ce qui relève de la géographie. La géographie, nous avons les fleuves, la Seine, le Doubs, le Rhin, le Rhône, les montagnes, les Pyrénées, et non pas Pyrénées, les Alpes, les Vosges, le Massif central. Nous avons ce qui relève des villes, parfois des villes, le Mans. C'est un cas un peu particulier parce que le nom propre intègre quand même le déterminant. Ville, montagne, fleuve, mer et océan. Région, pays, bref, tout ce qui relève de la géographie. Hein. On ne dira pas France est un beau pays, mais la France est un beau pays. On dira ma France est celle de la Méditerranée. On dira cette France du XVIIe siècle était ceci ou cela. Donc, les mots de la géographie utilisent des noms propres avec des déterminants. Nous avons encore un autre cas qui est les institutions. Et avec, je mets les titres, les institutions et les titres. Institution, on dira la République française, RF majuscule. La 5e République, C majuscule, R majuscule. On mettra, quand on veut parler d'un concept, on mettra la monarchie avec un M majuscule, pour parler d'une institution. On dira l'Église, avec un E majuscule, si vous parlez de l'Église catholique romaine, apostolique romaine, celle de Rome. Donc les institutions ou les titres. Alors là, la règle est un petit peu bizarre, personne ne la connaît, donc je vous la donne, mais ce n'est pas la peine de la garder plus que ça en mémoire. C'est que quand les titres sont tout seuls, ils prennent des majuscules. Mais quand ils sont accompagnés de celui qui les occupe, ils perdent en majuscules. Autrement dit, nous avons un président de la République, P, R majuscule, président de la République. Deux institutions, P, R majuscule. Mais si je dis le président Macron, le P est en minuscule parce que il y a le nom de celui qui occupe la fonction et le titre perd sa majuscule. C'est une règle complètement idiote. Et là encore, il y a beaucoup de règles idiotes. Ça fait partie de la description normative du français. Je crois que personne, autre que vous évidemment, ne sait cette règle-là. Donc je vous dirai la rectrice, avec un R majuscule, mais si vous mettez son nom au bout, vous ferez sauter le R majuscule. Si vous écrivez Madame la rectrice, L majuscule, R majuscule. Si vous mettez son nom, il n'y a plus les majuscules. Le président du Sénat, P majuscule parce que c'est un titre, et S majuscule parce que c'est une institution, Sénat. Donc vous voyez qu'il n'y a jamais de majuscules devant les noms propres, mais il y a tout un ensemble de cas possibles dans lesquels il y aura. Donc l'exercice qui pourrait vous être demandé, c'est dans un texte, on va isoler tout un ensemble de noms propres et on va vous dire, expliquer l'absence ou la présence du déterminant dans ces cas. Alors vous direz, la règle, c'est pas de déterminant. Marie monte l'escalier. Bon, voilà, Marie monte l'escalier, c'est le cas normal. Elle voit son donjon de Marie. Ah, alors là, donjon avec son. Pourquoi? C'est un caractère. Il était recteur, R majuscule, parce que c'est un titre. Ils habitaient dans les Vosges. Pourquoi Vosges? Parce que c'est une région. Explication du pourquoi. Pourquoi? On fait un grand 1, le cas normal,
Puis après, on fait un grand 2, grand 3, grand 4, avec tous les phénomènes, tous les caractères, toutes les titres institutions, tous les éléments géographiques, et on rassemble les phénomènes. On va en faire un tout à l'heure sur cette modalité. Donc il n'y a théoriquement pas, apprend-on aux élèves, de déterminant le, l'aller, le vent, les noms propres, mais c'est quand même extrêmement courant qu'il y en ait. Oui, dites-moi. Est-ce que vous pouvez donner un exemple, s'il vous plaît, avec le nom propre qui est donné à caractère? Un donjuan, un harpagon, une messaline, un Machiavel. Nous avons un Borgia. C'est une série de papes, les Borgia, qui étaient très empoisonneurs aussi. Donc celui-là, c'est un Borgia dans toute sa splendeur. Ça veut dire que c'est un empoisonneur. Vous pourriez dire avec un nom de cuisinier, un Bocuse de premier ordre. Voilà, pour dire un Bocuse, c'est un cuisinier lyonnais, un bon cuisinier. Et de façon identique, nous avons la règle beaucoup plus copieuse, qui est absence des déterminants, avec les noms communs. Alors la règle, c'est jamais toujours un le l'aller devant les noms. Rappelez-vous cette idée toute simple, chat poursuit souris, c'est pas possible. Chat poursuit souris, c'est pas possible. En revanche, tout un ensemble de cas dans lesquels nous allons avoir une absence de déterminant. Alors je vais vous montrer je vais ça, un petit texte. Et puis on va essayer de réfléchir à la normalisation. Qu'est-ce que j'appelle la normalisation? La réglementation. On va essayer de trouver les raisons qui font que les noms communs n'ont pas de déterminant. Ça chauffe. Dans mon cours, si vous avez un ordinateur sous les yeux, dans mon cours, il y a exercice sur nom. C'est le fichier que je vous montre ici. Donc voilà un texte. Daniel était parti, jeunes et vieux ne le suivent plus, homme de peu de foi, il était pasteur, homme prévoyant, il avait la citoyenneté genevoise, la route du palais était fermée, il voyageait en bateau. Alors, si je vous le pose comme question, elle est effacée les juste au-dessus, expliquer la présence ou l'absence des déterminants dans les noms communs, on va tout d'abord faire une première catégorie, un grand 1, où on dira, il y a tout un ensemble de cas où il y a un déterminant devant les noms, et c'est tout à fait normal, du genre la citoyenneté, la route, la citoyenneté, la route. Pourquoi? Parce que c'est la règle. Mais le problème, c'est que là, on a un nom, là, on a un nom, là, on en a un, 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 là et là, on en a deux. Ceux-là, ils n'en ont pas. Alors, il y a plus de cas où il n'y en a pas que de cas où il y en a. Alors, pourquoi? Comment peut-on expliquer qu'il y ait des absences de déterminants devant les noms communs? Il faut fonctionner comme on a fonctionné avec les féminins la dernière fois. C'est-à-dire, j'avais pris par exemple rose, et puis je vous avais dit, est-ce que vous trouvez un autre mot de type rose? Vous avez trouvé tulipe, ou platane, ou je sais plus, marronnier, puis on se dit, bon bah tiens, les noms de plantes ne passent pas au féminin. Donc là, par exemple, j'ai jeunes et vieux ne le suivaient pas.
jeunes et vieux ne le suivaient pas, c'est tout à fait français comme formulation. Mais on aurait pu dire aussi les jeunes et les vieux ne le suivaient pas. Il pourrait y avoir les devant. Il n'y a pas. Alors, question, est-ce qu'on peut fabriquer d'autres phrases qui fonctionnent comme ça, avec cette absence? Alors, je vous en donne un exemple. Chiens et chats se poursuivaient. Chiens et chats se poursuivaient. Élèves et professeurs étaient en vacances. Tables et chaises étaient classées. Ampoules et lampadaires ne fonctionnaient plus. Voilà tout un ensemble de cas dans lequel il est tout à fait grammatical de faire sauter le lalé qui devrait être devant les noms. Chiens et chats ne s'entendent pas. Couteaux et fourchettes ont été volés. Alors, comment, puisqu'on a tout un ensemble de cas, comment ces cas allons-nous les analyser? Comment va-t-on les modéliser? Quelles règles on va donner? Absence, déterminant, non commun. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi dans manteaux et porte-manteaux étaient dans la salle, tables et chaises étaient rangées, élèves et professeurs lisaient un livre? Pourquoi dans tous ces cas-là, le déterminant devant le nom commun saute, peut sauter? On pourrait dire, les profs, oui, dites-moi. Parce que le nom commun, il n'est pas tout seul. Un nom commun. Voilà, alors c'est ça la règle, c'est dans les groupes coordonnés, les noms coordonnés par « et » ou « ou ». Les noms coordonnés par « et » ou « chien et chat étaient en colère ». Parents et enfants sont en avance. Voiture ou camion coûte cher. Quand on a des noms qui sont collés, coordonnés par des et ou des ou, eh bien en français, il est tout à fait grammatical de faire sauter le déterminant qui va avec. Donc on peut en avoir 20 cas dans un texte, il faut les rassembler tous et dire attention, dans un texte, il y a des noms communs qui vont évidemment avec des déterminants. Le chat poursuit la souris, il avait la citoyenneté genevoise, il y a la route, mais il y a tout un ensemble de cas où on peut très bien se passer du le-lalé. Du genre, chiens et chats ne le suivaient plus. Là, en l'occurrence, jeunes et vieux, c'est deux adjectifs utilisés comme nom. Ordinateur et table étaient bien rangés. Voilà, c'est tout à fait grammatical. Donc, qu'est-ce que se passe-t-il dans ces cas-là? Eh bien, la règle ne s'applique pas, la règle globale. La règle globale qui nous dit que devant tous les noms communs, il y a le, l'allé, un, une, des, ça ne s'applique pas parce qu'on est sur une règle, une sous-règle en quelque sorte. Une sous-règle de fonctionnement, c'est que les noms communs peuvent ne pas avoir de déterminant quand ils sont coordonnés par un et. Alors, on va s'intéresser à celui-là. Il était pasteur. Je suis enseignant. Je reste facteur. Je demeure enseignant. On pourrait dire le. Il était le pasteur, il était un pasteur, il était enseignant, il était l'enseignant, il était un enseignant. On peut dire aussi qu'il était enseignant. Il était pasteur, il demeurait pasteur, il restait pasteur. Est-ce que l'un d'entre vous peut essayer de savoir à cause de quoi le déterminant devant pasteur disparaît? Il était enseignant, il était facteur, il était marchand, il était... Voilà.
c'est pas à cause de Pasteur, visiblement, parce que je peux le remplacer par enseignant, par facteur, par marchand, par marcheur, par passant, par... Donc c'est à cause de quoi? C'est à cause de... Oui, c'est à cause de celui qui est avant. Soit le phénomène il s'explique par le mot lui-même, soit il s'explique par ce qu'il y a après, c'était le cas ici, jeunes et vieux, soit il s'explique par ce qu'il y a avant. Être, paraître, rester, demeurer, avoir l'air d'eux, il est un peu particulier celui-là. Ils ont une particularité, ces verbes. Être, paraître, rester, demeurer. Est-ce que quelqu'un se souvient de comment on appelle ces verbes-là? Être, paraître, rester, demeurer. On appelle ça, oui? Les verbes d'état. Yes. C'est ça, c'est des verbes d'état. Les verbes d'état, c'est des verbes qui sont suivis de ce qu'on appelle un attribut du sujet. C'est-à-dire que ce qui est après le verbe, c'est une caractéristique du sujet. Oui, si je dis je mange des pommes, pomme, ce n'est pas une caractéristique de ma propre personne. Le chat mange la souris, ce n'est pas une caractéristique de chat. Par contre, si je dis le chat est inquiet, inquiet, c'est une caractéristique du chat en l'occurrence. Le chat est inquiet, caractéristique du chat. Si je dis le chat est chasseur, chasseur, c'est une caractéristique de chat. Il était pasteur, pasteur, c'est une caractéristique de ce personnage dont il est question. On appelle ça des attributs du sujet, et le verbe en lui-même, donc ils sont une petite poignée, être, paraître, rester, demeurer, et puis un tout à fait bizarre, une expression verbale qui est avoir l'air de. J'ai l'air d'un con, le con c'est un attribut du sujet de jeu. Attribut du sujet. Donc les verbes d'état, ils ont comme particularité de pouvoir faire sauter le déterminant systématiquement ou pas. Il était le pasteur de la communauté, il était pasteur. Donc le verbe fait sauter le déterminant. Donc on a une règle qui est toujours un déterminant devant les noms, mais voilà déjà deux cas qui ne s'appliquent pas. Alors, une autre. Il voyagea en le bateau. Il voyagea en le bateau. Il voyagea en bateau. Il voyagea par bateau. Oui? Non, c'est pas ça. Si je dis un vélo sans roue, le roue n'a pas de... Si je dis, je vous donne un autre exemple, si je dis un vélo avec roulette, roulette n'a pas de avec les roulettes, avec roulette, dites-moi. Exact, oui, soit c'est lié au mot. Donc on essaie de changer. Il voyagea en avion, il voyagea en vélo, il voyagea en vélo, il voyagea en train. Bon bah, est-ce que c'est le moyen de transport? Voyagea, comment on le bâtit? Ou est-ce que c'est lié à ça? Ben, en fait, oui, c'est lié à ça. C'est une particularité des prépositions à, de, par, pour, avec, sans. Peuvent avoir des déterminants après, ils peuvent ne pas en avoir. Exemple, un vélo sans roues. On pourrait dire sans les roues, mais on peut dire aussi sans roues, c'est-à-dire le sans fait sauter le déterminant les. Sans frein, sans roulette. Avec un vélo avec roulette. Un chat avec poil dur, sans poil. Et puis le en c'est à peu près systématique. Je suis venu en avance, en retard, en fait sauter ce qui est après. Et c'est le cas aussi du de. C'est le cas du de. Les prépositions, c'est à, de, par, pour, avec, sans. Où est-ce qu'on en a une, là, de préposition? Eh bien, on en a une ici. Je l'ai perdu. Ici. La route du palais.
la cour de la ferme. Là, il y a la ferme. Mais dans les groupes complément du nom, le de, vous voyez que le de, il est là, c'est une préposition, il est sous sa forme du, mais il n'empêche que ça fait sauter le nom qui est là. Il y a un roman, une petite nouvelle de Marcel Aimé qui s'appelle Le puits aux images. Là, le O, qui est le pluriel de A, le O fait sauter le déterminant de l'image. Donc toutes les prépositions ont la capacité à conserver le déterminant qui suit ou à le faire supprimer. Une chaise sans pied, une chaise sans les pieds. Et là, on a une route du palais. Pourquoi du palais? Parce que la préposition A, de, du, au a la capacité de faire ou pas sauter le déterminant du nom qui suit. Donc les prépositions font ou pas sauter les déterminants. Un cas ici, un cas ici. Ou encore, dans les titres dans ce texte, dans les titres, on aura par exemple Voyage au bout de la nuit, Vol de nuit, vol. Dans le cas vol de nuit, c'est un cas intéressant parce qu'il y a le nom, c'est un roman de Saint-Exupéry. Vol de nuit. Bah, pourquoi il n'y a pas le devant? Parce que c'est un titre. Et pourquoi pas là? Bah, parce qu'il y a une préposition. Donc il y a deux noms sans préposition. Et ces deux noms sans préposition s'expliquent. Le premier parce que c'est un titre, et le deuxième parce qu'il est précédé d'une préposition. Les cas peuvent s'enchaîner. Donc dans les titres de romans ou de journaux, accident sur la 36, vente de bois à la mairie, drame sur l'autoroute, les longs drames, accidents, vente, n'ont pas de déterminant, parce que c'est des titres. De même sur les annonces, loup, studio, cuisine, jardin, pour gagner de la place. Gagner de la place, on réduit. Et on peut trouver donc, dans les annonces, la suppression des déterminants dans les noms. J'ai encore deux cas qui sont extrêmement communs ici. J'ai le cas homme prévoyant, virgule, il avait la citoyenneté. Et j'ai homme, et peu de fois, point d'exclamation. Ça me donne deux règles encore. C'est dans ce qu'on appelle les exclamations. Vous vous souvenez du site de Corneille, vous avez étudié ça à un moment dans votre parcours, le site de Corneille. Chimène aime Rodrigue, mais Rodrigue, pour des questions d'honneur, tue le père de Chimène. Après, le mariage est un peu compliqué. Et le père de Rodrigue s'exclame « Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie !» Et non pas « Ô la rage !» Oh le désespoir, oh la vieillesse ennemie. Pourquoi? Parce que ce sont des exclamations. Vous en connaissez, c'est les jurons. Flûte, zut, crut, crotte. Vous ne dites pas la crotte, mais vous dites crotte. Même si ce n'est pas celui-là que vous utilisez peut-être le plus fréquemment comme juron, n'empêche que ces jurons-là, vous voyez, ou les insultes, qui sont des exclamations, salaud. Bon ben, et non pas le salaud. Ce qui est un peu différent en anglais, par exemple. Parce qu'en anglais, les insultes possèdent un petit mot, un pronom qui désigne à qui ça s'adresse. On dira « you bastard », toi salaud. Il n'est pas simplement bastard. Il y a le « you » de toi qui désigne la personne. En français, non. On dira « salaud » sans le déterminant, il n'y a aucune marque de personne. Donc les exclamations, homme de peu de fois, point d'exclamation, le homme fait sauter le déterminant parce que c'est une exclamation. C'est le point d'exclamation qui fait sauter, finalement, le phénomène. Et puis, un dernier qui est homme prévoyant, virgule, c'est ce qu'on appelle les appositions. Apposition.
Apposition. Les mots en grammaire, ils ont un sens. Hein, ils veulent dire quelque chose. Apposer, ça veut dire poser à côté. Apposer, poser à côté. Les appositions, c'est tout ce qui se trouve entre parenthèses, entre tirets, entre crochets, ou simplement entre virgules. Ma femme, virgule, Sidonie, virgule, est prof d'histoire. Ben, le Sidonie, il est isolé entre parenthèses, entre virgules, entre tirets. C'est ce qu'on appelle une apposition, c'est quelque chose qui est posé à côté. Ma femme, virgule, enseignante, virgule, s'appelle Sidonie. Enseignante, c'est apposé, c'est posé à côté, et ça fait sauter le déterminant. Enseignante. Monsieur Rousset, virgule, prof de maths, virgule, nana. Pourquoi prof de maths? Prof de maths, et non pas le prof de les maths. Ben, prof, parce que c'est une apposition, et maths, à cause de la préposition qui est devant. Le de fait sauter les maths, le les. Et de même qu'ici, le de fait sauter la préposition, le déterminant, pardon, la préposition fait sauter le déterminant. Ici, nous avons de maths et non pas de les maths. Donc il y a des cas relativement, pour le moins, courants de situations dans lesquelles les mots, les déterminants sautent. Petit exercice pour vous tout seul. D'abord, on va déterminer où sont les noms communs. Écrire dessus. Où sont les noms communs? Une fois qu'on a trouvé les noms communs, on regarde ce qu'il y a devant. Le, l'allée, un, une, des, mon, ton, son, mon chat, ton chat, son chat. Un déterminant ou pas? Celui-ci, femme de chef, rien de bon. Alors pourquoi? Chef, rien de bon. Deux, c'est une préposition, c'est pas un déterminant. Alors pourquoi? Martine, c'est un nom propre, c'est normal. C'est pas la Martine, c'est Martine. Père, ah, lui, il l'a. Était aussi cuisinier. Cuisinier, il n'y en a pas. Pourquoi? Nourriture, ah, lui, il l'a. Varié pendant le repas, ah, lui, il l'a aussi. Bon, lui, c'est la règle. Du soir, soir, il l'a pas. Pourquoi est-ce qu'il l'a pas? Elle était amatrice. Amateur, un amateur, une amatrice. Il l'a pas. Chocolat, il n'y en a pas non plus. Gourmande, c'est un adjectif. Hein. Ça ne nous intéresse pas. Qui l'aurait blâmé ne connaît pas les plaisirs. Plaisir, il l'a. Délicieux, de la table, il l'a. Bon ben, étudier la présence ou l'absence des déterminants. Qu'est-ce que je vais répondre à tout ça? Ben, je vais faire des classements. Je vais faire des classements. Je vais dire les raisons qui expliquent ou qui n'expliquent pas la présence ou l'absence des déterminants. Il faut que je fasse des classements. Grand 1, je vais dire absence des déterminants avec les noms propres. Absence des déterminants avec les noms propres. Exemple, Martine. Bon. Ça, c'est tout à fait normal. Martine, c'est un nom propre, pas de déterminant. Je vais dire grand 2, présence des déterminants avec noms communs. Il y a des règles. Les noms communs ont des déterminants. J'ai donc le père là-haut, la nourriture,
ça c'est normal aussi. Le repas, ça c'est normal. Et les plaisirs, la table. Les plaisirs, la table. Oui. Absence du déterminant avec les noms propres. Martine, normal. Présence du déterminant avec les noms communs. Le père, la nourriture, le repas, les plaisirs, la table. Ça, c'est la règle. Mais alors après ben, il me reste un certain nombre de phénomènes. Si j'ôte ceux qui vont, le repas, il me reste ça, du soir, il me reste amatrice, il me reste chocolat, il me reste femme, il me reste chef, il me reste cuisinier. Alors pourquoi cela? Pourquoi cela ne fonctionne pas avec cette règle, présence d'un déterminant avec le nom commun? Ben, l'explication, elle est dans ma carte mentale qui est là-bas. Alors je vous laisse réfléchir 5 minutes. Il y a 3, ils sont donc 3 et 3, 6. Il y a 3 explications qui commandent les 6 cas. 3 explications qui commandent les 6 cas. Est-ce que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, peut me donner une explication? Pour commencer. Il était pasteur. Alors là, on n'a plus cette phrase-là. Mais, dites-moi. Bah, du coup, elle était amatrice. On ne met pas de déterminant parce qu'il y a un verbe d'état. Oui. Du coup, amatrice, on attribue le sujet. Voilà. Et pour du chocolat. Non, si je reste sur ce cas-là, il y en a un autre. Le père était cuisinier. Était. Donc ce qui suit fait sauter le déterminant. Donc j'ai un 3, un 2, je le mets au-dessus. Les verbes d'état. Les verbes d'état entraînent la disparition du déterminant. Les verbes d'état entraînent la disparition du déterminant. Elle était amatrice. Le père était cuisinier. Était amatrice. Était cuisinier. Voilà. Pourquoi c'est pas le ou les, ou un, ou une? À cause du était qui fait sauter ce qui suit. Donc j'ai une explication sur 3. Amatrice et cuisinier. Maintenant, il y a 3 phénomènes identiques. Deuxième explication, 3 phénomènes. 2 chefs, du soir, 2 chocolats. Oui. Bah,
il y a une préposition devant, du coup, Du soir, de chef, de chocolat. Le 2 fait sauter ce qui suit. Le 2 fait sauter ce qui suit. Donc, grand 4, les prépositions font disparaître les déterminants. Les prépositions font disparaître du soir, de chocolat et puis de chef. Et il me reste plus qu'un seul cas à traiter. Et ce cas à traiter, c'est femme. Et pour le comprendre, ce femme, il faut repérer ça. Il faut repérer ça, oui. la position. Voilà, exactement. C'est qu'en fait, c'est un morceau qui est isolé, qui est posé à côté. Martine aimait la nourriture, et il y a un morceau qui est collé à côté, c'est celui-là, dont le père était cuisinier. Donc, dont le père était cuisinier, c'est la position, c'est un bout qui est collé à côté. Et parenthèse, dont le père était. Et puis, pareil pour le début, femme de chef, ben, c'est un morceau qui est collé à côté. Mais simplement, comme évidemment il commence la phrase, il n'y a pas de virgule avant. Mais c'est très courant de trouver un morceau isolé au début. Femme de chef, bon, Martine, très en retard, virgule. Je suis arrivé cependant à l'heure. Très en retard, c'est isolé au début, c'est ce qu'on appelle une apposition. Donc le femme, il est apposé. Donc grand 5, les appositions font sauter les déterminants. Les appositions font sauter les déterminants. Exemple, femme. Ça dit quand même, vous voyez que dans un texte comme ça, on a 1, 2, 3, 4, 5 cas qui fonctionnent selon la règle qu'on apprend aux élèves, les noms toujours déterminants, et puis on a quasiment autant qui ne fonctionnent pas selon la règle. La règle, elle est beaucoup plus compliquée que ce qu'on apprend aux élèves. Tout ça, il faut que vous ayez surtout compris le principe. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde les noms et on regarde ce qu'il y a devant. Pourquoi? Parce que vous pouvez soit choisir d'apprendre tout par cœur, soit vous avez compris le principe et puis vous essayerez de les retrouver. Dans un texte X, vous isolerez les noms, vous constaterez qu'il n'y a rien devant, ça c'est la description, puis vous vous demanderez pourquoi. Puis en fonction de du modèle que vous avez, vous essayerez de retrouver la règle. La grammaire, soit on apprend tout le détail, soit on apprend les principes constitutifs. Les principes constitutifs, c'est qu'il y a parfois des phénomènes qui entraînent la disparition. Alors, quels phénomènes? Vous les retrouverez en fonction des cas que vous avez dans les textes, ou alors vous les avez tous appris par cœur et puis vous saurez les manipuler. Mais il est bien aussi en grammaire de fonctionner par chiffres, par nombre, par principe. Si je vous dis par exemple les déterminants dont je parle là, en fait il y en a 6 catégories de déterminants. Il y en a 6. Alors après on réfléchit, c'est quoi les 6 catégories? Mais vous dites déterminants 6. Les pronoms, il y en a 7. Alors après, soit vous avez appris la liste complète des pronoms, soit en fonction de ce qu'il y a dans le texte, ça vous revient petit à petit. Les types de phrases, il y en a 3. Les formes de phrases, il y en a 5. Alors après, on réfléchit, c'est quoi les 5, c'est quoi les 3? La grammaire, comme c'est une description, il faut comprendre le principe de description. Et le détail revient en général en mémoire au fur et à mesure que les phrases se suivent. Alors sur le nom, il nous reste 2 grands champs à étudier. Il nous reste un premier grand champ qui nous reste, c'est celui des expansions du nom. Ça dit sans doute quelque chose à certains d'entre vous. Et le deuxième champ, c'est les fonctions du nom. Fonctions du nom. Donc c'est les 2 grands champs qu'on va étudier, pas la semaine prochaine, mais la semaine qui suit, parce que la semaine prochaine, on va s'intéresser à la dissertation. On va regarder comment on fabrique une dissertation. Donc la semaine prochaine, on se voit lundi, c'est pour la disserte, et mardi, c'est pour la suite du TD de linguistique. J'arrête là pour aujourd'hui.
un peu en avance, sauf s'il y a évidemment des questions.